Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Excuse me, Mr. Hunt. Would you like to watch a movie? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You don't understand me, I'm telling you it's top secret. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Mission Impossible. This is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible. Difficult should be a walk in the park for you. Votre mission avant de commencer à écouter le podcast est d'écouter le film proposé aujourd'hui, car on va le spoiler complètement. If the secretary wanted me out of there, it must be pretty bad out here. Bonne écoute. President has initiated Ghost Protocol. Bienvenue au Maroc. Aujourd'hui, on parle de Mission Impossible, la Nation Rogue, sortie en 2015 et réalisée par Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Jeremy Renner, Simon McBurney, Jen Sultan, Sean Harris et Alec Baldwin. Je suis Mathieu, connu sous le nom de Docteur Podcaster, qui a été déclaré mort il y a 3 ans. Alors, bienvenue dans la rétrospective des Missions Impossibles. Aujourd'hui, on est rendu au 5e épisode. C'est vraiment étrange, pareil, parce que aujourd'hui, ben c'est ça, depuis 2 semaines, on a des Missions Impossibles, mais on n'a plus de chiffres. Mais étrangement, c'est les films qui paraissent plus la suite du précédent. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est peut-être même le film là, qui va être plus vraiment là, le sequel. Du 4e film, puis je pense même la semaine prochaine ça va être encore pire, mais c'est juste ironique d'avoir coupé les chiffres à cause de ça, mais en tout cas aujourd'hui ben c'est ça, tu sais on est rendu là, pas mal là, vers la fin là, de ces semaines là, de Mission Impossible là, que je fais. C'est sûr qu'on s'en va vers le 7e film là, qui va sortir plus tard cet été. Le but là-dedans de sortir si tôt que ça, ben c'est vraiment pour aider là question de pas trop couper la rétrospective puis pouvoir la faire toute d'un seul trait, parce que là il y a quand même plusieurs films là, qui vont sortir là, au courant de l'été là, que je veux couvrir, puis que c'est comme des suites de rétrospectives là, que j'ai déjà commencé là, il y a plusieurs années. Fait qu'en tout cas, ça c'est on en parlera là, plus tard là, dans les prochaines semaines. Mais si des fois vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les rétrospectives là, que je vais continuer cet été, là, comme la franchise des Transformers ou la franchise des DC, ben, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir trouver là, des liens directs pour chaque film de ces univers-là respectifs pour pouvoir télécharger chaque épisode. Puis en même temps, ben, sur le site internet, vous allez trouver des liens directs là, pour pouvoir télécharger la franchise aussi en parallèle, ben pas en parallèle, mais que j'ai déjà fait là, avec Tom Cruise, la franchise ou le doublon là, de Top Gun. Fait que vous allez pouvoir trouver ça, là, des liens directs sur premiervisionnement.com. Mais sinon, ben, si vous êtes à jour dans le podcast, vous pouvez toujours juste vous souscrire là, à n'importe quelle application là, de balado-diffusion. Mais même quand vous allez faire un tour sur le site internet, ce qui est facile à quelque part, c'est aussi de revoir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui a été fait. Fait que des fois, au moins, vous savez qu'est-ce que vous recherchez là, dans le historique là, du podcast. C'est beaucoup plus facile parce que quand c'est juste numéroté, là, un podcast un à la suite de l'autre, ben, retourner en arrière, c'est plus compliqué là, quand on fouille là, au-dessus là, des plus de 400 épisodes là, du podcast. Là, on approche tranquillement là, le 450e épisode. Fait que je vous invite à aller sur le site internet du podcast. Puis en même temps, ben, je vous invite aussi à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Alors, le film d'aujourd'hui, il est réalisé par Christopher McQuarrie. Monsieur McQuarrie, lui, il avait été écrivain là, sur le film de Valkyrie, film qui mettait en vedette Tom Cruise. Dans le fond, Tom Cruise avait fait ce film-là avant le film de la semaine passée, là, le film là, du protocole fantôme. Puis à partir de ce moment-là, je peux pas dire qu'il y a eu un coup de foudre, mais tu sais, ces deux personnes-là, avec Tom Cruise et M. McQuarrie, ben, c'est pas mal des collaborateurs là, depuis ce jour-là. Dans le fond, M. McQuarrie va écrire pas mal tous les films là, que Tom Cruise va jouer dedans là, depuis pas mal ce temps-là. Au dernier film, il avait comme un peu réécrit le script, là, mais aujourd'hui, là, ben, c'est ça, il est réalisateur et
écrivain du film, mais ça va continuer jusqu'à aujourd'hui. Ça va être le réalisateur là, du prochain film là, de Mission Impossible, techniquement le prochain aussi, là, les deux prochains, qui va être comme coupé en deux. Mais aussi, c'est ça, fait que à partir de là, on a eu toute la franchise là, la franchise, le doublon là, de Jack Reacher aussi, là, qui mettait en vedette Tom Cruise, que dans le fond, c'est là où ils ont travaillé ensemble. Et McQuarrie, à partir là, qui était réalisateur, et c'était pas juste des questions de réalisateur aussi, là, il y a le film aussi Edge of Tomorrow, qu'ils ont aussi collaboré en tant qu'écrivain et bien sûr Tom Cruise en tant qu'acteur. Là, mais tu sais, c'est ça. Depuis ce temps-là, c'est juste un duo là, qui va ensemble. C'est sûr que Tom Cruise a quand même fait des choses à part. Dans le fond, il a fait le deuxième Jack Reacher sans McQuarrie, mais quelque part, il y a d'autres films aussi, là, Oblivion, puis en tout cas, des affaires là, qu'il a fait là, quand même là, sans McQuarrie, mais ça reste que quand même là, c'est un duo qu'il s'est formé là, à partir là, de pas mal pas du film d'aujourd'hui, comme je dis, c'est plutôt à partir là, de Jack Reacher où que ça s'est solidifié. Puis aujourd'hui, on va voir, il y a quand même là, un peu là, de l'équipe là, de Jack Reacher qui va s'amener là, dans la franchise des Missions Impossibles. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Ethan et son équipe entreprennent leur mission la plus impossible à ce jour lorsqu'ils doivent éradiquer une organisation internationale aussi hautement qualifiée qu'eux et déterminée à détruire le IMF. Alors, le film, à part avoir des thématiques là, visuelles là, qu'on va revenir là, un peu pendant le scénario, même en idée là, de thématiques profondes, tout ça, là, ça reste un film d'action, on essaie d'avoir un divertissement, pas mal comme la semaine passée, là, puis pas mal les trois premiers, là, bien sûr, là, mais en tout cas, je me référais beaucoup là, au dernier film, là, puisque c'est pas mal un peu là, la même équipe là, en arrière là, du film aujourd'hui. Mais tranquillement, on dirait qu'on va apporter un peu là, un sens là, qu'on s'en va là, vers la fin là, de la franchise là, des Missions Impossibles. En tout cas, peut-être juste incarné là, avec Tom Cruise ou sa mouture. Peut-être qu'on va faire quelque chose après, là, mais ça, c'est autre chose. Mais on va apporter des idées que peut-être on va avoir de la fermeture. Surtout là, apporter avec le personnage de Rebecca Ferguson. Que on va comme peut-être laisser supposer qu'il pourrait avoir quelque chose entre elle et Ethan qui éventuellement peut-être là, qui pourrait là, se sauver du monde là, puis recommencer là, une vie différente. Mais même si je dis qu'on s'en va vers la fin, c'est quand même drôle de dire qu'on commence la deuxième moitié de les 8 films. Là, on est au 5e film. Fait que on sent que la fin s'en vient, mais l'autre côté, c'est ça. Il nous reste encore 4 films, là, incluant le film d'aujourd'hui, avant d'arriver à la fin là, de Ethan Hunt. Sinon, en fait, là, de peut-être enfermer aussi, on va retourner aux sources. On va avoir le syndicat, qui est l'ennemi principal de l'Impossible Mission Force dans la série originale là, des années 60. Puis, d'après ce que je peux comprendre, on l'a ramené aussi là, dans la nouvelle version là, dans les années 80. Mais on avait parlé là, la semaine passée, le film finissait là, sur cette idée-là là, d'amener le syndicat au prochain film. Là, fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais aussi, là, de l'autre côté, ironiquement, là, je parle souvent là, de la franchise de James Bond. On est la même année que la franchise de James Bond va avoir rapporté leur vieil ennemi là, des années 60, des années 50 même, là, avec les écritures là, de Ian Fleming. L'organisation Spectre qui allait revenir là, dans la franchise de James Bond. Puis c'est la même année qu'on a ça. Fait que, en tout cas, savoir là, qu'est-ce qui est meilleur comme franchise, meilleure manière, tout ça, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard. Alors, le film d'aujourd'hui, moi, je pense que je suis pas mal à ma 3e et 4e écoute. J'ai comme pas retourné là, à la voir. Je l'ai vu au cinéma.
Puis une fois qu'il est sorti en Blu-ray, ben je me l'ai procuré, puis je l'ai réécouté, un peu réévalué qu'est-ce que j'avais pensé au cinéma, mais puis c'est vraiment pas une mauvaise affaire, là. C'est juste que j'avais pas pensé exactement là, qu'est-ce que le monde pensait là, du film d'aujourd'hui. Fait que je voulais quand même un peu réévaluer là, mes pensées sur le film. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, aujourd'hui, c'est un peu encore une réévaluation, mais ça va être pas mal que ce que je pensais là, sur mon deuxième visionnement là, à la maison. Fait que le film ouvre dans le fond là, avec une scène qu'on va avoir fait un montage spectaculaire. Là, tout dans le fond, on a la réintroduction là, de l'équipe de l'IMF, Benji, Luther, Brandt, que lui, il est comme un peu le superviseur à cette heure là, des opérations, peut-être remplace un peu Ethan au bureau. Ben, Ethan reste toujours sur le plancher, mais c'est plus comme superviseur. Je dis Ethan, dans le fond, là, ce serait peut-être plus le personnage de Phelps là, qu'on avait là, dans le premier film ou la série. Puis là, mais c'est juste bizarre un peu dans tout le montage. Je comprends qu'on veut nous réintroduire au personnage, mais tu sais, puis en plus, on va nous dire, là, Brandt va arriver et va dire, ben tu sais, on est en train là, de se faire surveiller là, dans nos opérations parce que ce qui s'est passé là, la dernière mission, puis tu sais, dans le fond, là, sont un peu dans l'eau chaude. Puis, tu sais, tous les personnages arrivent comme si tout d'un coup, ils viennent d'inventer la mission, là, il y a 5 minutes. Ils sont pas capables de trouver Ethan, tu sais, puis il y a Luther qui apparaît, là, juste de nulle part. Tu sais, dans le fond, c'est un travail d'équipe, mais à quelque part, tout le monde, il y a personne qui est vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe. Il y a Benji qui est là sur place. Je vais pas le tenir contre le film, parce que je trouve ça juste complètement ridicule. Tu sais, dans le fond, on nous fait comme une mise en scène pour nous replacer tout l'univers rapidement. Puis, tu sais, dans le fond, on nous montre que c'est vraiment le Tom Cruise show, quelque part, comme qui arrive en vedette. Puis lui, c'est tout ce qui se passe, mais c'est ça, tu sais, ça a juste pas de sens, à quelque part, là, que tu vas avoir un travail d'équipe, mais à quelque part, c'est Ethan qui part en solo, surtout, à quelque part, c'est lui qui décide à la toute fin. Pourquoi qu'il s'occupe pas là, des autres, tu sais, il travaille d'équipe, tout simplement, là, mais c'est ça, il faut mettre ça un peu là, juste un peu comme une réintroduction, puis j'ai pas de problème, puisque c'est juste l'introduction, c'est pour nous ramener rapidement là, dans cet univers-là. Le fait qu'il va remonter là, sur un avion, puis que cette scène-là va vraiment avoir été filmée, où ce qui va vraiment être accroché sur le bord d'un avion, puis dans le fond, l'avion va décoller. D'après ce que je peux comprendre là, dans le commentaire du réalisateur, là, ils l'ont fait quelque chose comme 7-8 fois là, de toute cette scène-là. Puis même, tu sais, dans le fond, la version Blu-ray que j'ai, là, ça vient avec un livret, puis tu sais, dans le fond, c'est une genre d'édition là, collector là, qui était sorti à l'époque. Puis, tu sais, c'est comme ce qu'il dit Tom Cruise là, en tournant les pages, là, en regardant rapidement. Là. Tom Cruise, il va avoir fait quand même beaucoup là, de toutes ces cascades. Puis, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que pour se pratiquer pour chaque scène, ben dans le fond, ils doivent comme ça pratiquer pour pouvoir faire facilement chaque séquence qui était tournée. Mais tu sais, faut pas se tromper aussi là. Il y a quand même des sécurités là-dedans. Tom est bien attaché là, à l'avion. C'est juste que tu sais, digitalement, on va avoir effacé là, les câbles. Mais quand même, il va faire ces cascades lui-même pour la plupart. Tu sais, je crois pas qu'à 100% des fois, c'est toujours Tom Cruise là, qui est là sur place. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Je crois honnêtement qu'il en fait là, 90%. Là, je veux pas y enlever de crédit. Puis même, je vais arriver là, pour dire quand même comment que cet acteur-là est dévoué à son personnage, à son film. Je trouve ça plate qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent qui vont juste comme tourner ça, juste balancer ça à quelque part, juste dire que c'est le Tom Cruise show. Mais le gars, il est tellement dédié à vouloir faire quelque chose de spectaculaire que il faut comme, je pense un peu, là, il lever son chapeau. En tout cas, je trouve juste ça plate que des fois, là, on arrive là, juste puis tomber sa tête à Tom Cruise pour rien. Bon, ok, il y a le côté social, puis tout ça qui l'aide pas, là, en guillemets, là, que le fait là, que il est peut-être un peu strict sur les plateaux de tournage, tout ça. Mais à quelque part, il y a de l'argent, puis en tout cas, je veux pas trop embarquer là-dedans, puis que lui
lui, il veut juste que la production en marche, il est tellement dédié, mais tu sais, le côté, tu sais, je veux dire, c'est tout des hors contexte aussi qu'on en reçoit, mais je pense qu'il y a beaucoup d'affaires là, qui est pris sur lui, là, comment qu'il est venu comme un gars qui est comme un peu égocentrique, puis la franchise Mission Impossible est basée là-dessus, c'est vraiment le Tom Cruise Show, sauf que faut reconnaître quand même que le gars, c'est pas, il s'assit pas là, sur une chaise puis à regarder quelqu'un d'autre en train de faire là, qu'est-ce que Ethan Hunt fait. C'est vraiment Tom Cruise qui fait là, la plupart là, de qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Là, dans les premières scènes, je pense que c'est important là, de quand même rétablir là, que Luther est là parce qu'il avait juste fait un caméo là, d'à peu près là, 30 secondes là, dans le dernier film. Fait que on peut voir qu'il est là sur le terrain. Benji, que lui est encore sur le terrain. Benji va peut-être prendre un peu plus de place aujourd'hui. Vraiment, il était là dans le dernier film, mais Simon Pegg est quand même, je veux pas dire une valeur sûre, mais c'est quelqu'un que le public aime bien, fait que on veut le mettre de l'avant-plan. Brandt va peut-être prendre un petit peu un recul de où est-ce qu'on voulait l'apporter au dernier film, où peut-être qu'il y avait des rumeurs là, qui disaient que ça allait être lui, qu'il allait continuer avec la franchise là, des Missions Impossibles par la suite. Mais on va le retirer un peu, il sera même pas sur le terrain, ce que je trouve vraiment dommage. À quelque part, je veux dire, c'est un acteur que j'aime quand même bien. Il y a eu son accident cet hiver qui est vraiment atroce quand même, là, mais c'est ça, en tout cas, il a l'air à se rétablir là, quand même assez bien. Mais à cette époque-là, il venait de sortir là, de faire le deuxième Avengers qui était sorti là, la même année. On avait eu le film de Bourne que dans le fond, il avait fait comme, je veux pas dire spin-off, mais dans le fond, là, que c'était pas avec Matt Damon, mais c'était comme la franchise qui continuait, mais avec Jeremy Renner comme tête d'affiche, qui avait plus ou moins été bien reçu, mais que dans le fond, là, ça n'avait pas été cherché là, les chiffres que les 3 premiers Bourne avaient été cherchés. Fait que on savait déjà là, à l'époque, en 2015, que Matt Damon allait revenir là, l'année suivante pour reprendre le personnage de Jason Bourne. Mais pour dire honnêtement, je pense pas que Tom Cruise allait vraiment lui donner là, les rênes à Jeremy Renner depuis le début. Je pense que on l'essayait pour faire quelque chose, peut-être faire un duo. Mais tu sais, là, c'est ça, tu sais, avec en guillemets l'échec là, de Bourne et même, tu sais, dans les Avengers, c'est genre, tu sais, c'est pas un des principaux. C'est un Avenger, oui, mais tu sais, c'est Hawkeye, puis jamais en tête d'affiche, là, même si on a fait une série dérivée sur lui, là, je pense l'année passée, là, je sais pas, je l'ai pas écouté, là, mais moi, je suis juste pas rendu là dans mon Marvel, mais ça fait que je pense qu'il est juste pas fait tout simplement pour peut-être être une tête d'affiche selon Hollywood. Moi, j'aimerais bien ça qu'il soit la nouvelle tête de Mission Impossible. Je pense qu'il y a le charisme de pouvoir le tenir, la franchise, sauf que ça pourrait faire une franchise un petit peu plus équipe, parce que c'est ce que j'aurais plus l'impression, sauf que c'est ça, c'est dominé là, par Tom Cruise, puis c'est le Cruise Show, là. Fait que, tu sais, en tout cas, je pars un peu là, dans toutes les directions là, avec le début du podcast, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, je trouve juste ça plate qu'on a repoussé le personnage de Brandt, puis, tu sais, en tout cas, à ma mémoire, là, spoiler, je pense qu'il revient pas là, à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est ça pas mal là, pour notre équipe qui revient. Plus tard, on va en avoir un autre qui va se rajouter, là, mais le Tom, lui, il va sauter sur l'avion, puis il va s'accrocher, puis je comprends toujours pas un peu, là, tu sais, je suis pas à 100% calé en physique, mais je me dis, une fois qu'il est accroché à l'avion, Benji va ouvrir les portes de l'avion, la porte arrière va ouvrir, puis finalement, il va ouvrir la porte où ce que Tom est attaché après, puis que dans le fond, ça va le faire embarquer là, dans l'avion par succion. Mais je me dis, le fait que l'avion est ouverte en arrière juste par succion, justement, est-ce que Tom, normalement, il devrait pas juste comme passer directement puis ressortir directement en arrière de l'avion? J'ai juste un petit peu là,
de misère. Je comprends que sinon il serait repoussé avec l'air, l'avion l'évacuerait, puis que il serait pas capable de rentrer dans l'avion, mais l'autre côté, je pense qu'il me semble qu'il partirait directement là, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est juste une introduction là, assez solide là, pour embarquer dans le film, où ce que dans le fond il va prendre c'est un cargo qu'il voulait avoir là, où ce que il y a genre là, un arme chimique là-dedans, puis que dans le fond là, ils vont comme réussir là, à voler de l'avion. Fait que le générique d'ouverture qui est de bon classique Mission Impossible avec des séquences du film, je l'ai réécouté juste avant de rembarquer en ondes là, pour être sûr là, de tout avoir mes idées, puis je trouve que quand même ils font toujours un bon montage. Il n'y a pas de spoiler vraiment, on voit des images, mais c'est pas mal ça, c'est juste comme des photos hors contexte, puis il y a même des idées, je pense, qui sont mélangées ensemble là, pour nous flouer vraiment là, tout ce qui va se passer dans le film. Puis je pense que dans tous les montages où ce qu'on voit les séquences du film, je pense que dans le deuxième, on l'avait pas fait, ça. Je me rappelle pas trop là, dans le troisième film s'ils le font, mais dans le premier film, ils l'ont fait là, la semaine passée. Puis je pense que c'est le meilleur montage parce que justement, il n'y a aucun spoiler, puis aucune idée, puis il n'y a pas de scène où on se dit, ah ben tu sais, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Je pense qu'on voit la semaine passée, là, on voyait le Tom Cruise là, accroché sur le bord de la bâtisse, où on le voyait par une fenêtre, quelque chose de même. Là, ça donnait un peu une idée. Cette semaine, ben c'est ça, ça donne à rien du tout. Là. C'est vraiment juste des séquences là, en voyant là, nos acteurs, puis c'est tout. Comme tout est pas mal dévoilé là, assez rapidement, puis ça donne absolument aucune idée là, de qu'est-ce qu'on s'empêche dans le film, à part juste donner là, des petites images. À la musique cette semaine, on va tasser Michael Giacchino et on va voir Joe Kramer qui va ramasser la musique. Que dans le fond, lui, c'est un rescapé là, de Jack Reacher. Dans le fond, il avait travaillé là, avec Tom Cruise et le réalisateur du film aujourd'hui. Honnêtement, je connais Joe Kramer d'absolument rien. C'est comme la seule et unique trame que je connais de lui, là, même si j'ai déjà vu là, Jack Reacher quand il est sorti là, en Blu-ray. Là, mais je ne l'ai pas revu depuis, là, puis c'est pas quelque chose qui m'avait marqué là, au premier écoute. Mais c'est ça, tu sais, la trame sonore, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est assez solide. Je pense pas qu'il va revenir là, dans la franchise, mais qu'est-ce qu'il fait comme trame sonore aujourd'hui? Il va utiliser un peu là, qu'est-ce qui a été établi là, par la Chaffin, la thème de Mission Impossible, mais il va quand même apporter là, sa saveur personnelle à lui. Je pense qu'en totalité, ça va être mieux là, que qu'est-ce que M. Giacchino a fait la semaine passée, mais ça va pas mal là, qu'est-ce qui est lancé là, comme depuis le deuxième film. Là, la première était so-so, ce que je trouve que vraiment là, comme juste en voyant ça sur papier, là, je suis comme épaté de voir ça, là, que je trouve ça ridicule de dire ça quasiment, là, que la trame sonore de Danny Hoffman dans le premier film, là, c'est celle-là je pense que j'aime le moins à date, puis que les deux trames sonores de Michael Giacchino, je les trouve quand même assez bonnes, puis c'est celle-là de Hans Zimmer du deuxième, puis celle-là d'aujourd'hui, ben ça se complète assez bien. Je veux dire, on a quand même assez une constance point de vue musique là, ben, je voudrais dire depuis le premier film quand même là, pour certains moments quand même là, dans le premier film, et Joe Kramer remplit sa tâche vraiment là, avec pleine efficacité. Commencer le film proprement là, où ce que Ethan va ramasser là, sa mission pour le restant du film. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a déjà établi là, dans les 4 derniers films. Puis là, ben, ce qui on va faire un twist là-dessus, où ce que dans le fond, il va commencer à ramasser là, il va rentrer là, dans un disquaire, puis que la femme qui travaille là, ben, elle va y offrir un disque. Dans le fond, là, ils ont leur code que dans le fond, là, pour dire que lui, dans le fond, il veut avoir la mission, puis le disque contient la mission. Je veux dire, ça se tient pas tout à fait. Là, il va rentrer là, dans une salle isolée pour pouvoir écouter le disque. C'est comme si la femme qui travaille là, elle fait juste attendre à tous les jours après son chiffre, puis des fois que quelqu'un rentre. Bon, peut-être qu'elle s'attendait à quelqu'un parce qu'on y a remis ce disque-là peut-être plus tôt dans la journée, puis on dit, ben quelqu'un va passer là, à la fin de la journée, puis dans le fond, là, vous devez demander ça, puis
vous allez donner ça. Puis, tu sais, sauf que, tu sais, est comme au courant un peu là, de la carrière à Tom Cruise. Puis, c'est un peu là aussi qu'on commence à peut-être sentir, déjà en partant, qu'on s'en va vers la fin. Dans le fond, là, on commence à dire, ben, tu sais, t'as comme eu des exploits, t'es comme une légende. Puis, ça donne un peu, comme un peu le sentiment, là, qu'on s'en va vers la fin, là, du personnage de Ethan Hunt. Alors, Ethan va mettre le disque, puis dans le fond, il va avoir sa mission avec la fenêtre ouverte en arrière, puis tout ça. Tu sais, dans le fond, c'est supposé être juste privé à lui, mais sais, si mettons, la fille elle regarde par la fenêtre, ben, elle va voir tout ce que Ethan peut voir. Là, c'est tout vraiment trop illuminé. Honnêtement, il devrait prendre ça puis juste s'en aller ailleurs. Ben, c'est correct le visuel de ça. J'ai pas de problème avec ça. Pour le besoin là, de la scène, ils ont comme pas le choix là, de trouver une manière de même là, juste pour avoir un peu de l'impact. Mais il pourrait avoir quand même une autre mise en scène. Il aurait pu être à bord d'un avion puis avoir des écouteurs puis sa petite vidéo privée puis qu'il y a du gaz là, qui apparaît dans tout l'avion pour endormir tout le monde ou tuer tout le monde. Là, ben c'est ça, tu sais, quelque part, là, c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du syndicat. C'est ça qu'on va se rendre compte. Puis j'aime comment que c'est apporté, où ce que dans le fond on a la mission. Puis tu sais, dans le fond, le syndicat va vraiment comme tout se dévoiler facilement. Où ce qu'ils vont dire que c'est nous le syndicat, puis là on vient de te piéger. Tu sais, c'est comme quasiment trop formel. Ben c'est en tout cas, je suis comme pas de problème avec ça. Je trouve que justement c'est un poids de suspense que, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir. Je pense que le fait qu'on lui mette tout de suite ça sur la table, on se pose pas trop de questions. C'est plus de savoir là, les acteurs, les personnages, de voir leur alliance, puis tout ça, que de commencer à se compliquer la tête, là, à savoir qui est en arrière, puis tout ça. Puis je pense vraiment d'y aller là, de plein, vraiment là, de l'afficher tout de suite. Le syndicat est là. C'est ce qu'on nous avait promis de toute façon là, depuis le dernier film. Fait que c'est qu'avoir une révélation à la toute fin du film que finalement c'est le syndicat qui techniquement est rendu en 2015 pour la plupart des personnes qui viennent voir le film. Ça veut dire absolument rien. Moi en tant que tel en 2015 ça valait pas dire grand chose parce que je veux dire j'étais pas vraiment connaisseur quand même là, de l'univers Mission Impossible là, comme j'ai parlé les dernières semaines où ce que je connaissais un petit peu là, mais pas assez approfondi pour savoir exactement c'était quoi le syndicat. Mais en même temps, je pense que ça apporte l'idée que, tu sais, si mettons on en rapporte le syndicat qui était là l'organisation contre l'IMF dans les années 60, ben je pense que, tu sais, comme on a une renaissance là, de le syndicat, ça me surprendrait que techniquement qu'une organisation va dire, ben tu sais, on va prendre le même nom de quelque chose là, qui existait avant, mais c'est toujours des choses qui peuvent peut-être apporter là, dans le 7e et 8e film, peut-être qu'ils en parlent aussi là, dans le 6e film, là, le 6e film, je l'ai vu juste 2 fois aussi, là, pas mal le même scénario que le film d'aujourd'hui. Mais, tu sais, dans le fond, on sait comment il a été créé pour le film d'aujourd'hui, qui n'a aucun rapport dans les années 60. Ce qui apporte que, dans le fond, c'est un timeline différent pour les films avec Ethan Hunt, tandis que la franchise de Mission Impossible, en fait là, de séries télévisées, ben c'est pas dans la même lignée temporelle, ça s'est pas déroulé dans l'univers des films. C'était quelque chose qui était beaucoup plus flou. Dans le premier film, est-ce que ça allait évoluer avec le temps? Je pense que oui, quelque part. Honnêtement, je pense pas que c'était vraiment l'intention dans le premier film là, de dire que c'était un temps différent que la série télé, mais je pense que tranquillement on peut regarder ça, que la série télé appartient à quelque chose de vraiment différent. C'est quelque chose là, qui se déroule dans un univers alternatif. Jim Phelps, dans cet univers-là, a vécu du bon côté de la justice toute sa vie. Jusqu'à probablement sa mort, là, puisqu'il doit être vraiment super âgé. Là. Il était déjà assez âgé là, dans les années 80. Je pense qu'il était déjà plus âgé là, que John Voight. Fait que, puis M. Voight, il commençait déjà à prendre beaucoup d'âge. De toute façon, si on y va avec l'acteur original, là, Peter Graves, lui, le monsieur est décédé là, en 2010 à l'âge de 83 ans. Fait que ça donnerait quelque chose comme 96 ans. Mais en tout cas, peu importe ça, on dit que avec ces scènes-là, je crois qu'avec le film, surtout d'aujourd'hui, là, je pense qu'on nous clarifie là, que c'est un univers alternatif et que c'est un nouveau syndicat. C'est pas aucun lien avec la série originale. Fait que c'est peut-être une manière aussi là, de pas s'excuser,
mais en même temps de démontrer là, que c'est quelque chose séparé. On s'est influencé là, de la franchise originale, mais que c'est quelque chose là, à part entière. Alors, Ethan va être capturé par le syndicat. On va avoir vu là, que dans le fond, le personnage là, de Solomon Lane qui va avoir exécuté là, la fille du disquaire. Je vais dire un peu là, dans la mise en scène de la scène où Tom Cruise, là, il y a toute la fumée qui rentre dans la salle. Je trouve ça cliché pareil, où dans le fond, la fumée rentre puis ça va endormir Ethan Hunt, puis dans le fond on va voir la main là, dans la fenêtre. On va voir un peu là, une thématique là, comme inversée là, de ça à la toute fin du film, où est-ce que ça va être Solomon Lane là, qui va être dans la boîte, puis que lui aussi à son tour va être capturé. Il y a un parallèle là-dessus, mais je trouve juste ça un petit peu cliché avec la main là, dans la fenêtre. Puis jusqu'à la fin du film, honnêtement là, dans le film aujourd'hui, je trouve que l'histoire est beaucoup plus claire que la semaine passée. Mais jusqu'à la fin du film, je suis pas trop sûr encore de comprendre pourquoi qu'on a gardé Ethan Hunt vivant. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas exécuté? Dans le fond, on va essayer de le questionner, mais il n'y a pas un autre personnage quand même là, qui pourrait arriver, puis ou il y a quelqu'un d'autre qui pourrait prendre sa place tout simplement. Puis ils n'ont pas besoin nécessairement là, de Ethan Hunt pour pouvoir comme aller chercher là, le dossier un peu plus tard dans le film. Dans le fond, on a Ilsa qui va être entraînée pour faire ça. Fait que ils n'ont pas nécessairement besoin là, de Ethan Hunt pour ça. Quoique même, je suis pas trop sûr qu'ils savent là, pour Ilsa qu'elle s'entraîne pour ça. Mais c'est ça, à quelque part, s'il garde juste Ethan Hunt vivant pour ça, ben, je trouve que ils mettent quand même un peu là, trop de risques sur Ethan Hunt. Mais on n'aura pas de film, on s'entend. C'est le Tom Cruise Show. Fait que si on le tue au début du film, on n'a pas de film. Alors, Ethan va être amené dans un souterrain quelque part, là, où ce qui va être. Qu'on va avoir l'introduction là, de Ilsa, qui est jouée là, par Rebecca Ferguson. Honnêtement, elle aujourd'hui, là, je pense que ça va être comme un peu la co-star avec Tom Cruise. D'après ce que je peux comprendre là, dans les commentaires, là, elle avait jamais vraiment fait là, de l'action dans ses films. Je pense que c'était une personne là, qui était habituée de faire plus de la danse pour je sais pas quoi exactement. Peut-être traduit là, comme du ballet ou quelque chose de même. Là, des fois, là, les termes, là, juste le traduire direct, là, je suis pas trop sûr, mais de l'action de même, là, elle avait jamais vraiment fait ça. Puis, honnêtement, j'ai de la misère à croire avec le film d'aujourd'hui qu'elle était pas vraiment à l'aise là-dedans. Honnêtement, elle sort une genre là, de confiance en elle, mais dans tout ce qu'elle va apporter aussi, il y a un peu là, d'intrigue. Puis, dans tout, là, je trouve qu'honnêtement, là, trouver une actrice remarquable là, pour tenir tête à Tom Cruise. Bien sûr, on n'a pas Paula Patton qu'on avait là, la semaine passée. Pourtant, le film se déroule quand même là, quelques semaines là, après le premier film, le film de la semaine passée. C'est ça, Paula Patton, elle a disparu, puis dans le fond, là, techniquement, on l'a remplacé peut-être là, par Rebecca Ferguson, mais puis on n'a pas donné qu'est-ce qu'on pouvait donner là, à Rebecca Ferguson, on l'a pas donné là, à aucune autre actrice là, depuis le début de la franchise, ce qui est quand même assez dommage, mais honnêtement, quand Madame Ferguson est sur l'écran, ben moi, je suis captivé, honnêtement. Si maintenant on est pour continuer la franchise Mission Impossible, ben moi, si c'est elle qui prend la franchise, je suis en arrière de cette franchise-là, là, vraiment. Elle, le personnage là, de Ilsa, ben, on va apprendre là, dans le film là, qu'elle travaille, là, c'est une collègue à James Bond, elle travaille pour le MI6. Puis là, ben, sous infiltration là, dans l'organisation de Solomon Lane. Puis là, c'est ça, on va voir aussi là, l'introduction là, du personnage là, de Vinter, qui va être pas mal le henchman principal, le bras droit à Solomon Lane.
Lane dans ces scènes-là. Tu sais, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste comme le gros bras qui va suivre tout le long du film. D'après ce que je peux comprendre, dans le fond, ce personnage-là, initialement, il devait mourir dans cette scène-là, mais dans le fond, là, quand Ethan Hunt va s'évader, là, il devait mourir là, mais finalement, on a décidé de le garder là, pour le restant du film. Puis c'est correct, à quelque part, on a comme un peu quelqu'un que Ilsa va devoir se battre directement avec à la toute fin du film. C'est pas comme un peu lui donner un adversaire. Mais, tu sais, honnêtement, j'en ai pas mal à rien à dire là, du tout là, sur le personnage là, de Winter. Dans cette scène-là, on fait comme un peu un clin d'œil, je pense, à Mission Impossible 3 avec une patte de lapin qui est accrochée à la clé pour pouvoir enlever les menottes à Tom Cruise. Dans le fond, c'est clairement un clin d'œil à Mission Impossible 3. C'est drôle quand même qu'on fait pas du tout là, d'allusion à Mission Impossible 2. On va faire des fois des allusions à Mission Impossible 1. On va parler là, de... Je pense que la semaine passée, on parlait là, de la mission qui ont fait là, à Langley. Je pense qu'ils vont en parler même un peu aujourd'hui là, dans les scènes avec Alec Baldwin quand il est en face là, d'un conseil là, pour essayer là, d'abolir la Impossible Mission Force. Puis honnêtement, je trouve ça plate. Honnêtement, je pense que c'est pas le meilleur Mission Impossible là, depuis le début, mais à quelque part, il aurait pu quand même juste au moins essayer de l'inclure d'une manière, mais en tout cas, c'est juste comme ça que ça va les films, les franchises, ceux-là qui sont les moins aimés, ben on fait comme les oublier au travers de ça. Mais tu sais, essayer de justement les incorporer dans tout. Spectre qui est sorti la même année, ben même si le Quantum of Solace n'était pas vraiment bien vu, ben ils vont quand même trouver une manière là, de l'incorporer dans leur scénario d'une manière en disant que dans le fond l'organisation Quantum dans le fond a travaillé pour Spectre, mais c'est ça quand même, au moins il arrive puis ils vont juste pas, ils vont pas mettre l'emphase dessus, ça sera pas super important là, d'écouter Quantum of Solace pour écouter Spectre, mais au moins, ça existe ensemble. C'est pas comme tout d'un coup, ce film-là existait quelque part dans le temps, mais là, aujourd'hui, il n'existe plus. Puis c'est ça que je trouve plate un petit peu avec Mission Impossible 2. Là, dans l'évasion de Ethan Hunt, ce que je peux comprendre, c'est que toutes les gardes ont été tués. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'ils ont été tués. J'ai l'impression qu'ils ont été assommés. Pourquoi que dans le fond, ils ont gardé Winter juste vivant? Dans le fond, s'il était juste cogné, il était assommé un petit peu, je veux dire, il se réveille assez rapidement, puis qu'il s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé avec Ilsa et Ethan. J'ai un petit peu de la misère à croire à ça. Quelque part, après ça, Winter, quand il va se reporter là, à Solomon Lane, il y a des choses à dire. C'est pas juste, ça a juste pas de sens qu'il se réveille là, tout d'un coup, là, un 100 à l'heure, puis qu'il a absolument rien entendu de ce qui s'est passé alentour. Puis quand que Ethan se sauve, que Ilsa se retourne de bord, puis qu'elle fait semblant qu'elle est en train de poursuivre Ethan, que Winter va manger là, qu'est-ce qu'elle a à dire, puis qu'il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que plus tard, elle va être questionnée là, par Solomon Lane, mais ça a juste comme pas de sens. Ce qui est quand même assez curieux là-dedans, c'est qu'on va voir que Ethan va appeler, là, va se reporter là, à Brandt, dans le fond, là, pour pouvoir se faire récupérer. Puis Ethan, on va voir qu'il est blessé, qu'il a reçu une balle, mais dans le fond, il n'y aura pas là, d'impact avec ça. Dans le fond, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même eu une blessure, mais ça n'apporte absolument rien. Ce serait intéressant un peu de voir Tom Cruise qui est un peu hors fonction, puis laisser un peu là, l'équipe travailler à sa place, de pouvoir mettre un peu là, de l'avant son équipe, mais dans le fond, on va sauter là, un 6 mois pour reprendre sur le personnage là, de Ethan. Juste dans le fond, pourquoi qu'on va devoir sauter 6 mois? De un, peut-être pour régler sa blessure, puis dans le fond, ça n'a comme pas de lien nécessairement. Peut-être un peu pour donner un peu de distance aussi avec le dernier film, parce que si on se passait quelques semaines après, ben les acteurs ont quand même vieilli là, de 4 ans depuis le dernier film. Puis c'est pas nécessairement important parce qu'ils ont vieilli, mais
pour donner un peu d'espace pour pas dire la semaine passée, puis là, si mettons ils disent la semaine passée, ben ceux-là qui ont pas écouté Protocole Fantôme, ben ils vont être un peu perdus. Fait qu'en donnant un peu de distance, ben ça fait qu'on se sent moins rapproché sur le film de la semaine passée. Sinon, ben c'est pour montrer que la CIA est à la poursuite de Ethan Hunt. On a Brand que lui, pendant ce temps-là, lui, dans le fond, il devait défendre l'IMF contre le conseil. Dans le fond, on a le personnage là, de Hunley, qui est joué par Alec Baldwin, que honnêtement, je pense qu'on a choisi le bon acteur pour faire la job. Honnêtement, là, je ne vais pas embarquer. Là, c'est tragique, là, qu'est-ce qui se passe avec cet acteur-là. Je pense que c'est l'année passée, l'autre année avant, que dans le fond, là, il a accidentellement tué là, le réalisateur ou le caméraman là, sur un plateau de tournage. Là. C'est vraiment tragique, cette histoire-là. Là. C'est le genre de choses qui ne devraient pas arriver. Là, mais en tout cas, c'est quand même là, pour embarquer là, sur le personnage de Hunley. Je pense qu'on a choisi le bon acteur. C'est toujours un acteur qu'il peut jouer le bon, il peut jouer le méchant, il peut jouer dans les deux bords vraiment. Là, c'est un genre de charisme qu'il a, cet acteur-là, que la manière qu'il interprète, ça peut tellement toujours jouer là, dans les deux bords. C'est ça que j'aime quand même là, de cet acteur-là. Puis que là, c'est le chef de la CIA qui est contre notre équipe, qu'en bout de ligne veut l'abolir, puis que dans le fond, là, cette fonction-là devienne une fonction là, de la CIA. Ça me mêle un peu l'Impossible Mission Force. C'est-tu la CIA? C'est-tu une branche de la CIA? C'est une branche secrète, mais en tout cas, c'est peut-être tout travailler ensemble. Peut-être que ça serait mieux, peut-être que ça serait pas mieux, là, à quelque part, qu'au moins que les autres soient indépendants. S'il se passe quelque chose à la CIA, ben, au moins le IMF est à part. En tout cas, c'est sûr que, dans le fond, nous, en tant que téléspectateurs, on est supposé être en arrière là, de la IMF et non là, de la CIA. Question là, parce que c'est le film qu'on écoute. Alors, on va pouvoir comprendre là, que lui, Hunley, il est pas tout à fait convaincu que Ethan Hunt il est transparent, que lui il pense que Ethan Hunt il est comme sur une mission là, de destruction là, quelque part que c'est lui le syndicat qui peuvent pas trouver. Donc, que lui suppose qu'il est en train là, de créer ça pour, dans le fond, là, pouvoir se cacher. Fait que là, ce sont à la poursuite de Ethan Hunt. Puis Brandt, ben c'est ça, on sait un peu là, qu'il est quand même sur le côté à Ethan. Pas mal tout le monde reste sur le côté à Ethan. Puis que dans le fond, là, ils doivent juste travailler à la CIA. Mais c'est ça, à quelque part, ils sont à la CIA, mais au moins, ils ont accès à l'information. Puis on peut quand même déduire que Ethan, si maintenant il y a de l'information, ben c'est soit Benji ou Brandt qui vont lui fournir. Pendant tout ce temps-là, pendant ces 6 mois-là, nos personnages, Brandt et Benji, sont toujours questionnés. Puis c'est ça, à quelque part, Ethan va rentrer en contact avec Benji là, pour l'envoyer là, à une soirée, là, une soirée d'opéra, que dans le fond, Ethan va penser que Solomon Lane va se ramasser là. C'est quand même fun quand même que Ethan il essaie là, de protéger Benji, mais il va l'embarquer sur place. Il a besoin de quelqu'un pour dans le fond essayer là, de démasquer Solomon Lane. Puis quand même l'histoire là, de la CIA qui poursuit Ethan tout le long, ça fait penser un peu à la police russe la dernière fois. C'est juste que là à ce temps c'est la CIA, c'est un petit peu plus gros dans le fond, c'est plus de monde, c'est pas juste un duo policier, quoique c'est quand même c'était un terroriste vu par la police russe la semaine passée, fait que il devait avoir plus que eux autres là, qui étaient à sa poursuite. Fait que c'est ça, à l'opéra là, on était à Vienne en Autriche. Je pense que c'est la première grosse scène là, mis à part l'introduction là, c'est la grosse pièce où est-ce qu'on va avoir la réintroduction là, de Ilsa, que elle va être, on va penser qu'elle va voir descendre là, il y a un chancelier de l'Autriche qui va assister à l'opéra, que elle
elle va comme vouloir peut-être le descendre dans le fond pour pouvoir se racheter auprès là, de Solomon Lane. Est-ce qu'elle l'aurait descendu? C'était ça qui est à savoir un peu. Plus tard, elle va dire qu'elle est allée au travers là, de toutes les étapes pour pouvoir le descendre. Moi, je crois sincèrement qu'elle l'aurait descendu le chancelier. Si Ethan n'aurait pas interféré, elle l'aurait descendu. Je pense pas qu'elle a retourné de bord, tout ça. Quelque part, là, elle a un livre de notes, là, le livre de musique, puis dans le fond, elle sait c'est quelle note où ce qu'elle va devoir tirer. Fait que, elle n'aurait pas pris toutes ces précautions-là, je pense, si, mettons, était pour en virer de bord, puis peut-être descendre. La personne qui allait la descendre elle-même. Mais c'est ça, une chance que Ethan, dans le fond, il aperçoit que quelqu'un d'autre là, se promener là, dans les arrière-scènes. Dans le fond, il va se battre contre quelqu'un. Là, on va avoir un peu là, des combos au travers de ça. Même Benji va s'embarquer au travers de ça pour lui donner quelque chose à faire. Puis, dans le fond, c'est toutes des bonnes mises en scène. On peut se poser la question pourquoi que quand Ethan se bat là, sur une genre de petite galerie où c'est comme une passerelle, pourquoi que le gars ne tire pas Ethan en bas, parce qu'il a souvent la chance de le faire, il le fait pas. Probablement parce que si, mettons, il tirait en bas, ça serait comme fatal. Puis, dans le fond, le public en bas pourrait voir qu'est-ce qui se passe. J'ai la misère à croire quand même que dans une salle aussi pleine que ça, il y a personne qui regarde au plafond un peu partout, qui ont vraiment les yeux rivés sur la scène. J'ai toujours un peu de misère à croire à ça. Puis qu'il y a personne qui voit qu'il y a quelqu'un là, dans la petite maisonnette là, où Ilsa allait. J'ai un petit peu de misère à croire à ça, même s'il est dans l'ombre. Puis le fusil sort pas nécessairement là, de la petite cabane, mais à quelque part aussi, le monde qui doivent l'avoir doivent se dire bon ben. C'est juste quelqu'un qui est en train de faire quelque chose pour un effet ou quelque chose de même là, il se pose pas vraiment de questions, mais même là ça reste quand même assez douteux. En tout cas, je sais pas comment vous êtes vous quand vous allez voir un spectacle là, moi mes yeux ils partent un peu partout, pas nécessairement je regarde le monde dans la scène, mais alentour un peu, c'est des fois là, que ce soit n'importe quoi là, que j'écoute, et éventuellement les yeux regardent un peu partout pour prendre toute l'expérience au complet. Fait que j'ai de la misère à croire que s'il y a une foule de 2000 personnes ou 4000 ou 5000 ou même 100 personnes en face de eux, personne aperçoit là, à rien du tout là. En tout cas, j'ai juste la misère à croire à ça, mais c'est pas grave. À quelque part, éventuellement Ethan va rejoindre Ilsa et ils vont se sauver de l'endroit. C'est ça aussi que j'étais capable là, de lire là, dans les choses que supposément que dans le fond ils vont descendre avec une corde là, pour sortir de la bâtisse, puis que il va avoir répété ça là, de nombreuses fois, puis c'est une descente de quelque chose comme 75 pieds, puis que dans le fond il faut que ça paraisse naturel, fait que dans le fond là, on voit la complicité quand même avec les deux acteurs, que dans le fond ils se sont investis là, à refaire là, cette séquence là le maximum de fois pour pouvoir en tirer là, le meilleur des scènes, puis que ça paraisse visible. Il y a quand même un peu d'humour qui est rajouté avec ça, là, qu'une fois qu'ils arrivent au sol, ben que leur appui de leur corde, ben ça va tout s'affaisser, que s'ils restaient sur place, ben il aurait tout reçu sur la tête. Ben c'est ça, dans le fond, ils vont devoir se sauver de là, parce que finalement, le chancelier, si mettons, Ilsa, elle a réussi à tuer pas le chancelier, ben il y avait quand même le plan B qu'il allait faire sauter la voiture, fait que le chancelier va se faire tuer à partir de là. Ilsa va devoir quand même se sauver de là, dans le fond, pour continuer sa mission. Pour ça, je dis, quelque part, elle aurait probablement tué le chancelier pour un peu rester là, dans sa mission. Puis là, ben c'est ça, même si elle est découverte là, par Ethan et par Benji, ben elle va quand même essayer là, de garder son rôle, puis dans le fond, pour pas mettre nécessairement là, sa vie en jeu. Fait qu'elle va sauter de l'auto, puis elle va être rescapée là, par les gars de Lane. Puis elle va être apportée à Lane. Solomon Lane, que je sais pas pourquoi, là, si dans le fond, là, c'est un genre de clin d'œil ou pas. Là, j'ai parlé du film là, de 2009, le Solomon Kane. Puis ça me passe tout le temps dans la tête là, quand je vois ce nom-là, parce que Solomon Lane,
Kane ou Solomon Kane, ça ressemble pas mal. Solomon Kane, juste pour vous en remettre en contexte, si vous n'avez pas écouté l'épisode, là, c'est un personnage qui a été écrit là, par le même auteur que Conan le Barbare, c'est une histoire qui se déroule plusieurs centaines ou peut-être une couple de 1000 années là, avant là, Conan le Barbare, mais c'est similaire à ça, puis on avait fait une adaptation là, en 2009. Fait que là, c'est Solomon Lane, lui, interprété là, par Sean Harris. Honnêtement, j'adore ce vilain-là. Tu sais, honnêtement, s'ils ont quelque chose là, qui a de très puissant là, dans la franchise des Missions Impossibles, mis à part le dernier film là, qui était avec Michael Nyqvist, Solomon Lane, je trouve que aussi c'est encore un adversaire là, qui est vraiment de taille. Puis j'aime beaucoup l'interprétation de Sean Harris. Sean Harris, j'en ai parlé quand j'ai fait parler là, de l'année passée là, du film de Prometheus, le film de Ridley Scott, qui est un prequel là, au film Alien. Je me rappelle pas en tant que tel assez, là, qui est pas assez important là, dans le film. Je me rappelle de son personnage, mais il est pas assez là pour avoir faire de l'impact sur le film. Mais son interprétation là, de Solomon Lane, là, j'adore. Il a comme un peu sa petite voix. Puis il va souvent répondre là, s'il te plaît, tu peux-tu le faire? Il va utiliser tout le temps, là, ou en anglais, là, il va utiliser le mot please. J'aime toutes ces petites touches-là. Je sais pas si c'est une manière là, que l'acteur a choisi ou si c'était vraiment écrit sur la page de même, mais honnêtement, là, je suis vraiment captivé là, par ce personnage-là, la manière qui est interprété. Puis il faut toujours faire attention parce que on pourrait avoir encore un autre qu'on a eu là, comme il y a 2 semaines, là, le personnage là, de Davian là, qui était joué là, par Philip Seymour Hoffman, qui était pas nécessairement mauvais, là, que c'était quand même un bon adversaire, là, si je me rappelle bien. Mais dans la manière que Sean Harris apporte son vilain, ben c'est quelque chose de totalement différent. Puis je veux dire, je sens la menace aussi venant de lui. Puis ça fait aussi, c'est pas un adversaire que qui est juste comme qui pardonne pas, puis que je veux dire qu'il a l'air vraiment froid. Non, c'est ça l'affaire, c'est que oui, il est froid un peu, mais c'est juste comme un peu les interprétations subtiles là, que Sean Harris va apporter et que je trouve que c'est une interprétation là, magistrale là, du personnage. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on le tue pas à la toute fin, puis que guillemets, spoiler, la semaine prochaine, je sais qu'il revient, mais je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe par la suite, si y a une ouverture pour qu'il reviennent là, dans un futur, mais je trouve ça le fun là, à quelque part. Là. Je trouve que il paraît vraiment pour l'adversaire parfait là, versus Ethan Hunt. La seule affaire peut-être que j'aime pas, c'est quand Ilsa elle arrive en face de lui, elle dit ben là tu sais si tu me fais pas confiance, pourquoi tu me tues pas directement au lieu de me faire niaiser? Puis là ben tu sais il va prendre un revolver, puis il va tuer un gars en arrière sans aucun but, sans aucune, tu sais on sait pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que le gars c'est un gars de sécurité qui a manqué à sa tâche, quelque chose de même, quelque chose qui est cliché, mais tu sais c'est une organisation qui est à part, qui je veux dire qu'il y a probablement des ressources limitées. Si le gars il peut se ramasser là, dans le bureau de Solomon Lane, c'est parce que c'est un gars de confiance. Puis pourquoi est-ce que tu tues juste quelqu'un de confiance de même quand dans le fond là, ça peut être limité là, les gens de confiance, peut-être pour faire un peu un règne de terreur, mais j'ai pas nécessairement cette impression là de ce personnage là. Dans le fond que je comprends qu'il veut être il veut pas niaiser, mais sauf qu'il faut qu'il y ait une raison pourquoi il fasse quelque chose. Puis ça, ben, peut-être pour prouver le point que il va tuer quelqu'un sans hésiter. Mais l'autre côté, ça n'a pas de but nécessairement là, qui ait fait ça. Là. Là, les buts du syndicat, c'est pas très très clair. C'est sûr qu'ils font beaucoup là, d'attentats un peu partout. On comprend là, que ça soit des fois des petites affaires, mais ou des grosses affaires. Ben, c'est dans le fond, là, c'est peut-être un peu là, de faire du chaos mondial. Mais ça se limite à ça. C'est un petit peu plate. Mais je sais qu'on va dans le fond là, par défaut. Si mettons Solomon Lane revient la semaine prochaine, il va probablement avoir plus de détails. Quelque chose qui n'est pas vraiment répondu là. Dans le film d'aujourd'hui, on va savoir d'où ce qui vient le syndicat, mais son but ultime,
c'est pas vraiment là, clarifié. Là. Alors, quand Ilsa était dans la voiture avec Ethan et Benji, Ethan a ramassé un rouge à lèvres, il a ramassé une coupe d'affaires là, sur en train là, comme de la fouiller, voir si elle avait là, des armes ou n'importe quoi pour un peu l'identifier. Il avait ramassé un rouge à lèvres, puis qu'évidemment, il y avait une clé USB dedans, puis dans le fond, il va savoir que il y a quelque chose qui est gardé dans une genre de base ou en tout cas un édifice, puis que c'est dans le fond cet édifice-là se trouve au Maroc. Fait que dans le fond, ils vont suivre une piste là, exactement comment ils vont trouver Ilsa à partir de là. Je veux dire, ils vont se ramasser au Maroc, puis ils vont tomber pas mal là, dessus, là, mais tu sais, savoir l'adresse exacte, là, c'est pas très clair comment ils vont le savoir, mais tu sais, on s'en fout. Fait que au Maroc, ils vont rencontrer là, Ilsa, qu'elle est en train là, de se préparer aussi à faire un saut. On voit que elle est en train là, de retenir sa respiration. Il y a comme un genre de gant qui va dire combien d'oxygène qu'elle a. C'est comme, je sais pas, ça prend l'oxygène dans le sang. En tout cas, je comprends pas tout à fait là, cette technologie-là. Ça fait un peu jeu vidéo. On s'entend là, plus tard où que Ethan va sauter dans l'eau puis qu'il va avoir sa barre d'énergie là, dans son bras. Je sais pas, quelqu'un va arriver et va me dire ben oui, c'est quelque chose qui est expérimental là, dans les forces d'armée quelque part. Honnêtement, là, je pense que tout le monde a comme son souffle quelque part, puis ils savent s'ils sont encore capables de respirer ou pas. Là, ils n'ont pas besoin là, d'une barre d'énergie là, accrochée à leur poignet, là, mais je pense que c'est une question là, de nous visuellement là, d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, puis comment de souffle qui reste. Là. Mais moi, quelqu'un qui saute à l'eau, là, je sais qu'il n'a pas pour 3/4 d'heure là, à retenir sa respiration. Fait que, c'est pas mal inutile. Fait qu'en rencontrant Ilsa, ils vont comprendre que qu'est-ce qui est caché là, dans cette bâtisse-là. C'est un dossier secret que on va découvrir que le syndicat, lui, a été créé là, par les services secrets britanniques. Puis, dans le fond, là, Solomon Lane s'est ramassé là. Puis que comme tête du syndicat, et que finalement, en tout cas, c'est juste un peu pour tout pouvoir prouver que le programme existe. C'est tout caché là, dans le fin fond là, de cette bâtisse-là. Fait que dans le fond, le plan, c'est de pouvoir aller récupérer ces données-là, puis pouvoir les mettre au grand jour. Sauf que, c'est ça, là, c'est comme toute la grosse mise en scène là, de la grosse infiltration du film, là, comme qu'on a eu là, depuis le premier film. C'est quand même, j'aime toute la manière qu'on va nous monter ça, c'est que on peut se dire que Benji peut rentrer dans la bâtisse, puis aller chercher l'information, puis ressortir. Dans le fond, il a juste à porter un masque, mais à l'intro, quelqu'un va rentrer là, juste à la porte d'entrée, il y a des caméras qui sont là pour pouvoir le filmer pour être sûr que c'est bien lui, que si mettons il marche pas exactement comme la personne qui est rentrée là, dans la base de données, ils vont pouvoir le démasquer. Pourquoi pas faire une genre de prise de sang ou quelque chose de même, là, tant qu'à ça, c'est comme pour le diabète, là, des petits genres de piqûres qu'on met sur le doigt, là, qui pourrait faire juste une genre de recherche ADN, là, tant qu'à ça. Je croirais plus à ça que un masque ou que, dans le fond, là, pour les empreintes digitales, des affaires de même, là, que je comprends que il faut qu'il se rassure à 100% que c'est la bonne personne. Alors, ça va mal quand même pour une personne là, que, je veux dire, il s'est pété un pied le matin sur le bord du comptoir ou qui a marché sur un Lego le matin même, puis qu'il va boiter là, la journée même. Là. C'est farfelu. Là. Je veux dire, c'est n'importe quoi, dans le fond, pour qu'on ait notre grosse séquence là, où c'est là que, moi j'ai de la misère à croire à ça, là, que supposément là, qui était capable de Tom Cruise de retenir sa respiration là, jusqu'à peu près 6 minutes. Là, c'est marqué noir sur blanc là, dans le petit livre que je parle. Là, honnêtement, là, je peux croire 3-4 minutes s'en tenir, mais pas juste jusqu'à cette limite-là. Là, c'est trop. Là, quelque part. Je comprends qu'il y en a qui peuvent le faire. Le record mondial là, pour un saut en apnée, là, dans le fond, il bouge pas. Là, tout simplement, là, c'est 11
11 minutes et 54 secondes. Dans le fond, ça, c'est le record. Puis, ayant pris là, de l'oxygène pur, ça monte genre jusqu'à 24 minutes et 37 secondes. Là. En tout cas, je veux dire, c'est des cas exceptionnels. C'est des cas où il y a du monde qui a été entraîné juste pour ça. En tout cas, je dis pas que c'est pas arrivé une fois où ils ont tenu leur souffle là, jusqu'à 6 minutes et demie. Là. C'est peut-être arrivé une fois, puis je pense que c'est juste élargi pour dire qu'ils ont fait ça là, plusieurs fois. Je pense que c'est arrivé juste une seule fois. Là, c'est vraiment comme trop. Puis c'est dangereux à quelque part où ce que rendu là, s'il se noie vraiment pour de vrai, ben. Puis en même temps, quand c'est plate à dire à quelque part, si on tenu vraiment tout le temps leur respiration pour 3-4 minutes, je parle de Tom Cruise, le caméraman, il avait probablement sa bonbonne d'oxygène, puis toujours être prêt là, pour donner de l'oxygène là, à Monsieur Cruise. Ça, je comprends, mais il n'y a jamais de grosses scènes pendant 3-4 minutes qu'on nous tient. Il y a toujours un peu un changement de caméra, puis ça sort pas aussi bien que je pense que qu'est-ce qu'il voulait. Le côté aussi, le fait d'être sous l'eau, il y a des choses qui ont été rajoutées. Je pense que les bulles d'air ont été rajoutées à l'informatique, des affaires de même, mais la totale, je comprends que c'est cool de le montrer qu'il est allé sous l'eau puis il a retenu sa respiration, mais je trouve que ça paraît pas assez à quelque part. Je pense qu'il aurait fallu vraiment avoir une séquence qu'on est vraiment 3-4 minutes dans l'eau, puis pas avoir de coupure de plan de caméra. Puis quand on voit qu'il y a comme un bras là, qui se promène tout le temps dans l'eau, ça nous coupe l'idée là, que l'idée. Ils ont pu filmer ça d'un coup, ils peuvent avoir triché avec ça, avec le bras qui passe en face de la caméra. Puis je suis pas en train d'enlever l'exploit que M. Cruise a fait. Je veux dire, il a quand même fait quelque chose. Honnêtement, je trouve plus spectaculaire qu'est-ce qu'il a fait au début du film, puis que, je veux dire, retenir sa respiration. Je comprends que c'est beaucoup. Je serais jamais capable de tenir autant que 3 minutes. Là, je veux dire, après 60 secondes, là, je veux dire, je m'y rends à peine. Là. Mais ce qui va être quand même intéressant côté histoire, c'est que finalement, Ethan va mourir, il va se noyer. C'est sûr que dans le fond, ça sera pas long où ce que Ilsa va plonger pour aller le secourir puis ressortir là, de là. Je me posais la question par contre, la raison pourquoi il doit retenir son souffle, c'est parce qu'il y a comme un détecteur de métal, fait qu'ils peuvent pas amener une bonbonne d'oxygène, mais c'est le IMF où dans le fond, ils ont plusieurs gadgets à leur disposition. Bon, OK, il est pas officiel, fait que dans le fond, il doit se promener avec probablement des choses qui sont des équipements qui est pas à jour ou qui est défectueux. Peut-être un peu qu'est-ce qu'il y avait là, la semaine passée, pourquoi c'était un peu défectueux les choses. Mais on nous dit que il y a juste des bonbonnes en métal. Mais l'IMF a jamais développé quelque chose, des bonbonnes plus légères, peut-être qui sont faits en PVC ou un autre matériel qui est pas métal. Je comprends pourquoi qu'on le fait, mais on serait un film de James Bond ou ou même un autre Mission Impossible, si c'était pas ça qu'on voulait montrer, on aurait sorti une bonbonne qui est pas en métal, tout simplement. Mais dans le fond, juste pour avoir cette séquence-là, je veux pas paraître comme genre me dire c'est rien ce qu'il a fait. Là, je veux juste remettre ça au clair. C'est quand même assez spectaculaire. Pareil que dans le fond, on a pris notre temps, on n'a pas fait ça au CGI, on l'a fait pour de vrai. C'est juste que ça sort moins à l'écran. C'est juste la mise en scène, c'est plate. C'est juste que on le ressent moins, contrairement là, à la séquence là, d'introduction. Fait que, comme j'ai dit, Ilsa elle va réanimer Ethan. Benji va arriver. Puis, dans le fond, c'est juste un point de vue scénario, on sent tout de suite que Benji, quand il arrive, il dit je me suis trompé sur toi. Puis, dans le fond, je te fais confiance maintenant. Aussitôt qu'il dit ça,
ben Ilsa, dans le fond, elle va prendre Banshee par le dos, puis elle va l'assommer, en tout cas, elle va le mettre hors d'état de nuire pour finalement se sauver là, avec les dossiers. Et finalement, ben, dans le fond, ce qui va enclencher, là, ça va être une grosse scène d'action où dans le fond, ça va commencer par une poursuite de voiture où on va essayer de rattraper Ilsa. Dans le fond, c'est quand même un peu drôle où on va voir Ethan là, qui est comme un peu il est sonné, là, il est pas très il est secoué là, le fait là, qu'il a perdu la carte là, pour quelques minutes. C'est là que c'est basé sur le fait que le frère du réalisateur, lui, ça y est déjà arrivé, là, puis quand il a été réanimé, là, il a perdu un peu là, la notion du temps, il s'est pas rendu compte du tout de ce qui s'est passé, là. On lui a dit que, puis je pense que c'est pris directement là, de ce qui s'est passé, qu'ils ont dit, ben tu t'es, je veux dire, t'étais pas là pour quelques minutes, là, puis son frère s'est retourné de bord, puis il a dit, ben là, de quoi tu parles, là, je veux dire, j'ai toujours été là. En tout cas, c'était bien inspiré là, de la vie là, du réalisateur. Fait que, puis même, il y a des choses là, qui ont été un peu fait sur le coup, ou plutôt improvisé, là, comme on doit dire ça. Tom Cruise qui va sauter par-dessus la voiture, dans le fond, parce qu'il savait pas, il sort de la bâtisse, puis juste rentrer dans la voiture directement, il trouvait ça un petit peu trop standard. Fait que, le fait qu'il glisse sur le capot, puis qu'il glisse l'autre bord, je pense que c'était juste un bout là, que je me rappelle bien, il me semble, dans la salle, ça va fait rire le monde, là, ça fait toujours rire un peu, là, c'est juste de voir un peu Ethan là, qui essaie de reprendre ses sens, là qu'il est capable de conduire comme un James Bond, puis avec tous les réflexes là, vraiment là, à point. Je sais pas si ça marche avec qu'est-ce qu'on vient de voir, par contre ça, c'est une autre affaire, mais c'est quand même une scène là, assez spectaculaire. Je veux dire, c'est le fun à voir, c'est assez d'adrénaline. Ça commence avec la voiture, la voiture là, qui fait là, des tonneaux, mais dans le sens qu'on n'est pas vraiment habitué de voir ça là, sur le long et non sur les côtés. Là, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, mais je trouve pas que ça a l'air vraiment à être fait pour de vrai. Là. Je suis pas mal sûr qu'il y a de l'informatique là-dedans puis des miniatures. Mais la poursuite se poursuit là, en moto. Ça fait un peu penser à Mission Impossible 2 avec peut-être un peu craqué beaucoup en fait de vitesse. Puis tu sais, ce qui me faisait peur un peu, je pense que quand j'ai parlé de Mission Impossible 2, j'avais peur un peu que quelque part, là, on était toujours un petit peu en train là, de refaire les mêmes affaires, mais en mieux dans chaque film. Mais je vais retirer ça un peu parce que à quelque part, c'est pas la. Oui, c'est un petit peu plus spectaculaire, je pense, que qu'est-ce qu'on a vu là, dans Mission Impossible 2, qui était quand même une bonne séquence tant qu'à moi. Mais c'est pas la même affaire qu'on fait, là, de Tom Cruise, là, il essaie pas là, de rouler sur une roue, puis il n'y a pas de fusillade nécessairement là, comme qu'il y a dans le premier, dans le deuxième film. Là. C'est une séquence qui est vraiment différente, qui a beaucoup plus d'adrénaline, mais c'est vraiment comme une poursuite. Dans la poursuite, il y a Tom qui accroche le sol avec son genou. Je sais pas si c'était vraiment comme voulu, ou dans le fond, si c'était pas peut-être arrangé au CGI, quelque chose de même, là, pour montrer qu'il est peut-être pas à 100%, où il y a de la misère à suivre Ilsa, ou si vraiment il s'est accroché puis ils ont gardé la séquence. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve qui est quand même le fun un peu pour montrer qu'il y a quand même des limites, puis que du point de vue histoire, ben ça montre qu'il est peut-être pas soit il est pas encore à 100%, ou qu'il est pas capable de rattraper Ilsa. Là, dans cette séquence-là aussi, là, en parallèle, là, on a Luther et Brandt, qu'eux autres vont s'allier. Il y a une scène où Brandt va faire appel à Luther, puis Luther va arriver, là, puis il va montrer là, son allégeance envers Ethan. Puis, c'est comme, il essaie d'être menaçant, mais à part dans le troisième film où on avait vu Luther qui avait utilisé là, des genres de sentinelles, là, des canons là, qui avaient comme tué du monde, mais
c'est plate à dire, mais je sens pas la menace de Ving Rhames. Je sais qu'il a joué dans la fiction pulpeuse, je pense, puis dans le fond, là, il était assez menaçant là-dedans. Mais dans le personnage de Luther, je le sens jamais comme quelqu'un qui va qui va être dangereux. Je veux dire, dans le fond, c'est un pirate informatique. C'est pas c'est pas quelqu'un qui fait en guillemets le sale boulot. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, la relation entre les deux personnages, là, je trouve que la chimie entre les deux, ça passe très bien. Je veux dire, c'est un des points forts là, de leur personnage puis leur duo. C'est juste qu'on dirait que j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire quelque part. Je veux dire, c'est le show à Tom Cruise, mais ces deux personnages-là, on veut les amener, on veut trouver quelque chose à faire, mais ils savent pas quoi. Fait qu'ils poursuivent Ethan en voiture, puis c'est la seule affaire qu'ils peuvent faire, tout simplement. Fait que la poursuite va se terminer pas mal là, un peu à la Casino Royale où on avait James Bond là, qui poursuivait là, une voiture que le personnage là, de Vesper Lynd, elle avait été kidnappée puis James Bond là, il est en train de les poursuivre puis que finalement Vesper se ramassait au milieu de la rue puis là James Bond fait un accident puis c'est pas mal la même affaire qu'on fait là où Elsa par contre elle va le faire c'était probablement aussi voulu là, dans Casino Royale, mais c'est par le même principe que elle va se planter au milieu de la rue, puis Tom Cruise va vouloir l'éviter, puis dans le fond, il va se planter. Ça aurait pu le tuer, tout simplement, là, mais à quelque part, là, il fallait juste que cette poursuite-là arrête. Puis, peut-être qu'elle regarde juste pour être sûr qu'il est correct, qu'il n'est pas en train de mourir, puis que, dans le fond, qu'il ne s'est pas fendu à la tête. Mais il a l'air bien, quelque part, il n'y a pas de problème. Là, ça banalise peut-être les accidents de moto, parce que, on sait très bien que normalement, quand il y a un accident de moto, la personne là, peut avoir là, des problèmes là, pour le restant de leur jour, mais pas pour Tom Cruise. Alors, elle va ramener là, la clé USB là, contenant les dossiers, puis elle va le ramener à son équivalent de M, peut-être, là, qui est le personnage là, de Atlee, que lui, dans le fond, il est un peu en train de l'estorquer. Tous les meetings avec le personnage là, de Elsa, là, ça va mal, là, quelque part. Elle travaille pour le personnage, pour Atlee, pour le gouvernement britannique, puis ils sont en train là, de l'estorquer pour que, dans le fond, il aille finir sa mission avec Solomon Lane. Puis Solomon Lane, lui, il fait pas la vie facile aussi. Fait que, il est comme coincé entre deux. Puis là, elle pensait avoir pas mal fini sa mission. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que le personnage de Atlee, lui, en bout de ligne, il l'a envoyé en mission pour faire détruire tous les dossiers qui pouvaient inculper là, Solomon Lane, puis que pouvoir fermer là, le dossier là, du syndicat. Ça veut pas dire que Atlee, lui, il est pas vraiment en alliance avec Solomon Lane. C'est lui qu'on va comprendre qui est lui qui a créé le syndicat, mais qui est pas il a perdu le contrôle là, une fois que Solomon Lane est embarqué là-dedans. Fait qu'en détruisant l'évidence que le syndicat existe, lui, il enlève son lien avec le syndicat, puis il se dit probablement qu'un jour ils vont tomber dessus, puis qu'ils vont trouver une manière de le détruire, quelque chose de même. Là. Mais je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de lien de côté là, de terrorisme du côté britannique. Il n'y a pas de taupe nécessairement, c'est juste qu'ils ont essayé de construire cette affaire-là. Ça faisait son affaire, il a comme parti un peu le projet. Ça l'a parti avec Solomon Lane, mais dans le fond, que là, ça l'a dérapé, il essaie là, de s'effacer de ça. Là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Là. Mais on peut comprendre qu'il y a déjà quelque chose de louche quand Atlee arrive, puis il va dire à Elsa, il va lui dire, pour gagner ta confiance, probablement qu'il va te demander, Solomon Lane va te demander de tuer Ethan Hunt, puis dans le fond, là, ça, tu vas pouvoir aller rechercher là, ta confiance envers Solomon Lane. Mais dans le fond, lui, la seule affaire qu'il veut, là, c'est de se débarrasser là, de toute preuve là, qui peut le lier à Solomon Lane. C'est tout ce qu'il veut. Fait qu'en la renvoyant là, puis en même temps, peut-être que ça va tuer Ethan Hunt, puis ça va couper tous les liens à quelque part, puis que
en bout de ligne, là, lui, il va être dégagé de tout ça. Parce que sinon, ça y aurait servi absolument rien là, de détruire toutes les données là, sur la clé USB que lui, il pense avoir détruit. Là. Alors, Ilsa, après avoir rencontré Solomon Lane, elle va avoir découvert que la clé USB était vide. Dans le fond, elle n'avait pas compris là, que c'était fait pirater là, sa clé USB, puis que dans le fond, toute l'information avait été détruite. Fait que elle va être interceptée par l'équipe à Ethan. Puis, à quelque part, je pense qu'elle commence à être un peu désespérée aussi, là, puis elle commence à être un peu tannée. Fait que, au lieu là, de tuer Ethan, elle va comme un peu là, y offrir, là, regarde, de moi la clé USB, je vais la rapporter à mes supérieurs, puis après ça, eux autres vont s'arranger avec avec Solomon Lane à quelque part. Il apporte quand même l'idée qu'il va avoir, si c'est pas Solomon Lane un jour, ça va être quelqu'un d'autre un autre jour. C'est un travail qui ne finira jamais. Il y a toujours un terroriste qui va sortir là, de nulle part. Elle va apporter aussi l'idée que en bout de ligne, Solomon Lane veut cette clé USB-là. Fait que ils peuvent l'utiliser comme appât pour pouvoir la tirer. Ou, à quelque part, ils peuvent juste disparaître tout simplement. C'est là un peu aussi l'idée là, de que on pourrait arriver à une fin de la franchise s'ils voulaient. Il aurait pu faire comme une écriture de dire que ils n'ont assez un peu là, de cet univers-là qui finit pas. Puis c'est pour ça que je dis aussi encore là, que je vais marteler un peu l'idée là, que je pense qu'on essaie là, d'apporter qu'il va falloir qu'il y ait une fin là, à ces personnages-là. Mais là, pendant qu'ils vont discuter, il y a Benji qu'on voyait pas vraiment, mais que lui va se faire kidnapper. Fait que Lane va rentrer en contact avec Ethan, puis il va demander à Ethan que s'il veut revoir Benji vivant, qu'il va devoir trouver moyen là, de débloquer la clé USB, que la seule personne qui peut débloquer cette clé USB-là, c'est le premier ministre de l'Angleterre. Fait que dans le fond, on va avoir un plan là, de pouvoir on va devoir trouver une manière de rencontrer le premier ministre et de le faire débloquer cette clé USB là. Dans le fond, là, c'est toujours à quelque part ils vont tout le temps comme dans toutes les missions impossibles. Comme en guillemets là, négocier avec les terroristes, puis toujours y aller dans le sens du terroriste, puis pouvoir un peu utiliser cette situation-là pour je sais pas si c'est pour un peu motiver Ethan Hunt quelque part, que dans le fond là, on arrive tout le temps au moment où ils n'ont pas le choix là, de tout l'avenir de l'humanité ou n'importe quoi là, repose dans ce moment-là. C'est un petit peu ridicule à quelque part pourquoi que il y a tout le temps ça, mais c'est la formule de la franchise Mission Impossible. Des fois ça n'a juste pas de sens à quelque part, puis il y a Brandt à quelque part qui va un peu le remettre au visage à Ethan. Ethan arrive puis il dit c'est pas ça à quelque part, je veux dire c'est quelqu'un qui est bien dangereux puis qu'il faut trouver moyen de l'arrêter, mais c'est plate à dire, mais Benji c'est juste c'est une personne, puis dans le fond c'est pouvoir arrêter un terroriste qui pourrait tuer encore des milliers de personnes. Il va y en avoir des milliers de Benji qui pourraient être tués pour cet acte-là. Et c'est sûr que c'est un film, peut-être que Ethan est conscient de tout ça, que quelque part il peut pas mourir à la fin du film, puis que le film va bien finir. C'est ça qui est un petit peu plate quand on analyse un peu trop le scénario. Mais à quelque part, ces films-là sont pas faits pour être trop analysés, sont là pour avoir du fun. Là, il va avoir joué avec ça un peu. Est-ce que Brandt, dans le fond, va avoir sauté de l'autre côté? Il va peut-être travailler avec Hunley. Ils vont jouer avec ça là, pour peut-être 5-10 minutes, où dans le fond, il va appeler Hunley, puis il va dire, regarde, on va essayer de rencontrer il y a une place où je suis pas mal sûr que Ethan va se pointer. Fait que, vous allez peut-être pouvoir l'arrêter enfin. Fait que Hunley va se pointer là, à une soirée où le premier ministre va être, puis dans le fond, ils vont aller rencontrer le premier ministre ensemble. Atlee va se pointer, mais ça je trouve que c'est une
manière intelligente d'avoir apporté le masque. On n'avait pas vu la semaine passée, je me rappelle bien, mais les masques étaient défectueux. Ben, on va le rapporter aujourd'hui. On avait juste rapporté l'idée que les masques existent dans cet univers-là, dans l'infiltration là, de l'usine là, avec de l'eau, puis où ce qu'on avait Simon Pegg qui allait peut-être porter un masque, puis finalement ça marchait pas. Dans le fond, c'est un scénario qui n'a pas existé. On nous a juste comme un peu rappelé que les masques existent. Puis là, ben c'est ça, dans le fond, que Ethan Hunt est déguisé comme Atlee. Ben à quelque part, pourquoi ils ont Atlee dans leur système, comment ils ont réussi à faire un masque de Atlee. Ça, c'est un petit peu. Faut pas se poser vraiment trop de questions. C'est des personnes qui ne devraient pas trop paraître, là, à ce que je sache. Mais ça, c'est peut-être Ilsa là, qui a réussi à apporter là, une genre de photo de lui là, pour pouvoir le recréer. Mais tu sais, en tout cas, en tant que tel, là, cette mise en scène-là, là, je trouve que je l'aime bien quelque part. Puis la révélation que Ethan c'est le personnage de Atlee. Puis en même temps, ben c'est ça, en étant le personnage de Atlee, ben avec le premier ministre, on réussit à savoir un peu plus là, de comment que ça s'est tout le syndicat, comment il a été formé, puis toute l'implication de Atlee au travers de ça. Dans le fond, Ethan, lui, il va tirer là, le premier ministre avec un genre d'or tranquillisant. Puis je sais pas s'il y a un genre de sérum de vérité là-dedans, parce que je veux dire, dans le fond, là, il va pas s'astiner du tout. Là, à chaque fois qu'il va poser une question, il va répondre aux questions. Puis plus tard, ben, ça va être Atlee aussi qui va être tiré là, par le même, pas le même d'or, là, mais le même le même poison, quelque chose de même, là, parce que lui aussi va répondre. Fait que il va répondre à toutes les questions, puis en même temps, ben, ça va réussir à prouver là, que le syndicat existe à Hunley. Fait que Hunley va pouvoir être sur le côté à Ethan et finalement débarquer de son dos. Dans le fond, on répare toutes les situations là, à peu près en 3 minutes. C'est rapide un peu, mais c'est une histoire de fond qu'on avait avec Hunley. Fait que pour réparer ça, là, c'est parfait. Puis dans le fond, là, ça va juste un peu remettre la fin du film là, dans des bonnes tracks. Puis on peut partir là, dans n'importe quelle direction là, dans le prochain film. Mais c'est ça. Fait qu'ils vont réussir à avoir débarré là, la clé USB. À quelque part, ben, Ethan Hunt va mémoriser tout ce qui est sur la clé USB. Honnêtement, là, je comprends là, que Ethan ou Tom Cruise, là, il y a des talents, là, mais est-ce qu'il va être capable en quelques minutes de tout pouvoir mémoriser là, les numéros là, des comptes de banque et tous les montants? Honnêtement, là, j'ai vraiment un doute là-dessus. Mais bon, on saura pas s'il a tout mémorisé, tout le dossier au complet, s'il y en a juste mémorisé un. C'est ce qui serait juste logique à quelque part. Là, au pays, il s'en rappelle de 2 ou 3, juste pour le savoir puis pouvoir l'avoir en backup. Mais qui ait tout mémorisé, il y a des centaines et des centaines. Là, c'est comme à peu près impossible. Là. Ça a l'air que dans le fond, il y a 2,4 milliards de dollars que le premier ministre de l'Angleterre peut utiliser. C'est des fonds qui sont cachés un peu partout pour pouvoir faire n'importe quelle décision. Dans le fond, là, il peut faire n'importe quoi. S'il décide de quelque chose, il fait partir le syndicat, puis le syndicat vont faire cette mission-là. Ça marche un petit peu comme le IMF, dans le fond. Là, c'est une branche à part, mais pourquoi ils ont besoin de syndicat, puis ils ont besoin là, des services secrets là, de la MI6, tout ça? Dans le fond, c'est peut-être pour ça aussi que ça va pas tout à fait marcher le plan du syndicat, mais à quelque part, là, on sait que le syndicat, dans le fond, là, c'est les grands méchants aussi, là, c'est juste par définition là, du film. Alors, Ethan, après avoir pris quelques minutes là, pour mémoriser toute la clé USB, là, il y a peut-être une mémoire photographique aussi. Là, en tout cas, je sais pas exactement comment ça marche. Là, si tu peux vraiment tout te rappeler, là, vraiment tout de même. Là, en tout cas,
chacun le talent caché. Là. Il va rencontrer Benji et Ilsa, que quelque part elle s'est fait reprendre là, par Solomon Lane. Sont assis à une table dans un petit bistrot où ce que dans le fond, la manière Benji, il y a comme un radio sur lui, il y a une bombe sur lui, puis que dans le fond, il rentre en communication directe avec Solomon Lane. Et ça est là pour les descendre, les deux, si maintenant il y a quelque chose qui marche pas. Fait que c'est ça, éventuellement, Ethan va arriver puis il va montrer que il va démontrer qu'il connaît toute la clé USB par cœur. Fait que la clé USB n'existe plus. Lui, en guillemets, il est devenu la clé, toute l'information, il l'a dans sa tête. Fait qu'il n'a pas le choix d'être gardé vivant. Fait que, tu sais, tout dans le fond, là, on arrive à la finale. Je trouve ça quand même le fun de l'autre côté où ce que Solomon Lane va arriver, il va dire, tu sais, il n'y a pas le choix d'avoir Ethan vivant. Alors, Ethan va jouer comme bouclier pour protéger Ilsa. Benji, lui, avait été libéré un peu plus tôt, là, dans le fond, là, comme juste pour Ethan, dans le fond, qui montrait là, que si, mettons, il libérait pas, tu sais, il n'allait pas avoir cette information-là. Mais, tu sais, ça revient au même à quelque part. Parce que là, après ça, Solomon Lane va envoyer ses gars pour tuer Ilsa puis récupérer Ethan. Tu sais, il n'y avait pas besoin de libérer Benji. Là. Il aurait pu juste le laisser sur place carrément pour avoir deux cibles pour justement faire parler Ethan. Ça aurait pu vraiment partir en deux sens. Tu sais, c'est à quelque part, même si Ethan a l'information, puis surtout si, mettons, il tue Ilsa à côté de lui, il donnera pas plus l'information. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, ils peuvent probablement le tirer là, par un dard, comme on a vu un peu plus tôt, puis peut-être qu'il va parler un peu plus avec un genre de sérum de vérité. Là. Mais, en tout cas, je veux dire, c'est un film, quelque part, je pense qu'on voulait enlever un peu Benji là, de la finale. On voulait donner un peu là, de temps là, à notre duo là, de Tom Cruise et de Rebecca Ferguson là, pour la finale. Fait que, tu sais, il va y avoir comme une poursuite à pied là, un peu partout là, dans les rues là, de l'Angleterre. Faut dire que c'est quand même la poursuite la moins spectaculaire du film, mais c'est le fun qu'un peu on baisse le cran là, pour la fin, ça fait un peu plus personnel. C'est sûr que tu sais là, on a comme la finalité là, avec le personnage de Winter qui va se battre avec Ilsa, puis Ilsa elle va le ramasser pour finir un peu cette sous-histoire là, qui ne servait pas à grand chose là, mais tu sais pour qu'on ait une finalité un peu, c'est bien correct. Puis dans le fond aussi on va avoir Solomon Lane qui va se faire attraper à la toute fin de tout ça. Que c'est quand même quelque chose là, que on avait vu Luther en train de fabriquer quelque chose, on savait pas exactement c'était quoi. Ethan va sauter dans un trou qui va être comme dans une bâtisse, mais il y a comme un entrée là, qu'on sait pas exactement où ça mène, mais Solomon Lane va le suivre. Puis dans le fond là, ça va tomber que c'est une genre de boîte en verre, que c'est du verre indestructible, que finalement ils vont réussir à attraper Solomon Lane. J'aime dans le fond la finalité de tout ça. J'en ai glissé un mot tantôt, de juste fermer ça, qu'on l'a pas tué. C'est quelque chose là, que je pense que c'est la première fois là, dans la Mission Impossible que on n'a pas l'adversaire principal qui meurt. Puis tu sais, même comme dans les films de James Bond, on laisse Blofeld, la tête de Spectre, souvent survivre. Là, on a laissé Solomon Lane survivre. Fait que tu sais, on peut s'en servir puisque c'est l'adversaire principal. C'est gros pour la franchise de Mission Impossible. Puis de le laisser en vie, puis qu'on ne laisse pas ça renfermé dans juste un film, je trouve que c'est un choix, c'est le bon choix à faire, que, dans le fond, ça rime un peu, dans le fond, c'est l'adversaire principal, fait que, on peut le garder pour les prochains films, pour qu'il y ait quelque chose de plus qu'on puisse élaborer. Comme j'ai dit tantôt, le film la semaine prochaine, c'est le même scénario que le film aujourd'hui. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu quand il est arrivé en Blu-ray, et c'est tout. Je l'ai pas revu là, depuis, je pense, c'est 2018. Fait que je lance des lignes, mais je sais pas de faire sous-entendre quelque chose du tout. C'est en toute transparence comment qu'on va élaborer le syndicat la semaine prochaine. Je sais juste que Solomon Lane en revient. À quel point, qu'est-ce qu'il y a à faire, tout ça. Je me rappelle là, où ce qui revient. Mais
je veux dire, son implication dans l'histoire, est-ce que c'est encore le syndicat ou c'est quelque chose d'autre, tout ça? Ça, je veux dire, je me rappelle pas de ça, là. Fait qu'on va avoir le personnage de Ilsa, que elle, dans le fond, elle va s'enfuir. Dans le fond, elle va retourner là, avec son MI6. On ne sait pas exactement. Le film finit assez abruptement. On sait juste que Hunley, dans le fond, il va avoir changé de côté. Il va être en arrière de l'IMF. Mais en bout de ligne, il va être devenu le secrétaire d'État aussi. Fait que dans le fond, c'est lui qui va diriger là, les opérations en arrière là, de l'IMF. Pour le prochain film, dans le fond, si vous vous rappelez pas, là, dans le dernier film, là, c'était le personnage de Tom Wilkinson là, qui s'était fait tuer là, dans la limousine et que dans le fond, ça va être Hunley là, qui a pris sa place. Alors, le film finit pas mal là, puis on a comme un genre de pareil comme le générique d'ouverture, ben on a un autre générique là, de fermeture dans le même principe, d'avoir un peu toutes les séquences qu'on a vues pendant le film, toutes les séquences spectaculaires, puis à remontrer quand même là, Tom Cruise sur le bord là, de l'avion. Je me dis à quelque part, j'ai parlé tantôt là, de la tank à eau, ce qu'il était là pendant plusieurs minutes. Il aurait pu faire ça à l'informatique aussi, là, mais en même temps, là, ils l'ont fait pour de vrai. Puis ça monte un peu là, le côté, là, la qualité du film. Puis c'est quelque chose que je pense qu'ils ont pu mettre à l'écran là, dans le petit montage à la fin, de montrer que toutes ces séquences-là, ben, ils les ont faites. Puis je pense qu'ils peuvent se tenir là, bien fiers. Là. Alors, en conclusion, honnêtement, je pense qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup au 4e film, en fait, là, d'Adrénaline. En tant que scène spectaculaire, puis toute l'action, puis si on était pour placer ça, là, vraiment sur... je vais faire jouer les deux films en même temps, le 4 et le 5. Je suis pas mal sûr qu'on aurait pas mal toutes les actions, pas mal aux mêmes places, que ce soit Tom Cruise qui est en train là, de monter sur le bord là, des tours là, à Dubaï, puis la scène où il est en train là, d'aller dans l'eau puis retenir son souffle. Je suis pas mal sûr que ça doit être pas mal là, à la minute près dans les mêmes temps. On frappe les bouts d'histoire là, au même temps à peu près. Là. C'est pas mal tout le temps les mêmes beats qu'on va frapper. Sauf que le film d'aujourd'hui, il y a peut-être les séquences d'action sont peut-être légèrement supérieures au film de la semaine passée, mais surtout ce que je vais remarquer, c'est que l'histoire est beaucoup plus cohérente. C'est bien beau d'avoir de l'action qui est bien spectaculaire à voir, mais c'est plus le fun aussi d'avoir qu'on comprenne pourquoi cette action-là est là. Puis, dans le fond, avoir je dis pas que l'action la semaine passée était vide. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste que l'histoire était dure à suivre pour comprendre qu'est-ce qui se passait. On savait que, on était capable d'être en arrière des personnages. Je suis pas en train de dire que ça tenait pas, puis que, dans le fond, à cause que on n'embarque pas dans les affaires, ben que ça fait que l'action n'a pas de valeur. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. C'est vraiment la question là, de l'histoire est vraiment cohérente, en tout cas plus cohérente que la semaine passée. Fait que honnêtement, je pense que c'est probablement le meilleur film de Mission Impossible à ce jour en 2015. Je parle là, dans les 5 premiers films, je suis vraiment capable facilement de dire que c'est probablement le meilleur film de Mission Impossible depuis le premier film de 1996. Puis même, je vais pouvoir dire que avec le film d'aujourd'hui, j'étais pas trop sûr avec le 4e film, mais le coup sur coup du 4e et le 5e film, pourquoi je devais comme le revoir? Parce que moi, dans ma tête, le 4e film était meilleur que le 5e film, jusqu'à temps que je revoie le 5e film pour me dire que finalement, c'est dur de compétitionner avec le film d'aujourd'hui. Que oui, j'étais capable de finalement dire que le 5e film était meilleur que le 4e film. Ça, c'était pour ça que j'avais hâte de le réécouter à la maison à l'époque. Mais ce que le film d'aujourd'hui démontre, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait avec les James Bond en 2006 de repartir avec les Daniel Craig. Puis là, je veux juste vraiment le souligner là, puis le mettre en gras, puis avec des flèches.
je suis pas en train de caler l'ère Daniel Craig. Je veux pas attaquer là, les James Bond. Je veux dire, je reste un fan inconditionnel de James Bond. Ça, c'est certain. Sauf que ce que ce film-là montre aujourd'hui, c'est que on peut avoir du fun, on peut avoir de l'espionnage, on peut avoir un personnage égocentrique. Là. Je veux dire qu'on est centré sur ce personnage-là comme qu'on est concentré sur James Bond. Puis avoir du fun. On n'est pas toujours obligé de virer sombre comme que James Bond a fait en 2006. Casino Royale reste un film supérieur à toutes les Missions Impossibles. Je suis certain que je sais que en tout cas, aux premières écoutes et deuxième écoute, j'ai bien aimé le film la semaine prochaine. Mais, tu sais, honnêtement, je le dis tout de suite, Casino Royale tombe à être un de mes genre 5 films préférés au total. C'est un film de qualité là, exceptionnelle. Fait que il n'y a pas un film qui va pouvoir le toucher. Mais pour ce qui est après Casino Royale, on parle du film de 2008 de Quantum of Solace, Skyfall, qui est un très bon film. Spectre qui est sorti la même année que le film d'aujourd'hui, quelque chose qui a fallu que vraiment que ça a pris vraiment un bon bout avant que je l'accepte à moi-même, que le film d'aujourd'hui est largement supérieur à Spectre. C'est plate à dire, puis ça a pris là, des années pour que je l'avoue à moi-même, mais le film d'aujourd'hui a fait vraiment le bon ballon de rapporter qu'est-ce qui a marché à l'époque, mettre ça au goût du jour. Puis je trouve ça plate à dire ça en tant que fan de James Bond, mais en tout cas, pour ce qui est le film de la semaine passée et le film de cette semaine, on parlera du 6e film la semaine prochaine, mais c'est supérieur à la plupart des films de Daniel Craig, qui est la version moderne de James Bond. Fait que, tu sais, c'est comme ils ont repris un peu le flambeau qui avait été laissé à la fin là, de Pierce Brosnan, puis qu'eux autres ils ont fait leur franchise, puis ils sont capables de faire quelque chose, je veux pas dire supérieur, mais d'au moins équivalent comme franchise, puis pas paraître comme c'est un dérivé de James Bond pareil, ou dans le genre, puis je vais revenir au premier épisode que j'ai fait dans cette rétrospective-là, Mission Impossible ne serait pas là si on n'aurait pas eu James Bond, mais ça fait que les films d'aujourd'hui de Mission Impossible sont supérieurs à ce qu'on avait pu apporter, tant qu'à moi, avec l'ère de James Bond. Puis, je ferme cette section-là, pareil, en disant ce que j'ai dit au début tantôt. Je reste quand même un gros fan de James Bond, puis j'enlève rien à l'ère Daniel Craig. C'est juste que l'ère Daniel Craig, je veux dire, ça a descendu, ça a monté. C'était un peu un montagne russe en fait de qualité. Mais la franchise Mission Impossible a pu quand même garder une genre de constance que l'ère Craig a eu de la misère à garder. Fait qu'en tout cas, en même temps, dans le film aujourd'hui, on a le personnage là, qui est joué là, par Rebecca Ferguson aussi, qui rajoute beaucoup à la franchise. On a beaucoup de personnages que j'aime. Je les aime toutes. Là. Je veux dire, Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, puis Jeremy Renner. Comme j'ai dit, je pense que Renner ne revient pas la semaine prochaine. Je sais pas s'il va revenir là, dans le nouveau film. Si, mettons, ça sera pas un genre de surprise là, à la fin du 8e film. Peut-être que finalement, on va décider là, d'y donner là, le contrôle de la franchise qui va devenir la nouvelle tête d'affiche. Ça me surprendrait bien gros. Honnêtement, là, c'est quelque chose qui va me surprendre énormément s'il revient dans la franchise. Mais honnêtement, je reste quand même optimiste là, que c'est quelque chose qu'on pourrait voir, mais honnêtement, là, je ne mettrais pas mon argent là-dessus. Mais sinon, j'ai bien hâte là, de parler du film là, de Mission Impossible, là, Répercussions, que je vais parler la semaine prochaine. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, le 6e film de Mission Impossible, Répercussions, que comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai juste vu au cinéma et à la maison une fois. C'est le fameux film avec Henry Cavill qu'il va porter la moustache qu'on a dû effacer numériquement là, pour la version Joss Whedon de Justice League. Fait que c'est ça qu'on va parler là, la semaine prochaine. Je devrais être encore tout seul au podcast.
Cette année, j'essaie de ramener un peu là, des invités. Là. L'année passée, là, comme j'ai déjà mentionné, là, fallait que je prenne un petit peu un break là, des invités. Là. Je n'avais vraiment trop fait là, dans l'année précédente, là, notamment là, dans toute la rétrospective des James Bond, justement, où Christophe était là. Puis je faisais un petit peu trop de podcasts là, cette année-là. Fait que il fallait que je prenne un petit peu un break, là, un peu le temps là, de retrouver un peu là, mes sens là, au podcast. Fait que depuis le début de l'année, là, j'ai commencé à avoir du monde au podcast et même je voulais revoir Christophe aujourd'hui pour parler là, de justement la même année où ce qu'on avait parlé là, de Spectre l'autre année, puis c'est un peu pour comparer entre les deux franchises, mais en tout cas c'est juste son horaire ne lui permettait pas, donc c'est pour ça que je suis tout seul aujourd'hui, mais c'est n'est que partie remise. Entre-temps, ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter et commenter sur la publication d'aujourd'hui de qu'est-ce que vous pensez de Mission Impossible, Nation Rogue versus Spectre. Quel qui est le meilleur des deux? C'est quel qui a mieux apporté le vieux Nemesis de la franchise à l'écran en 2015. N'hésitez pas à laisser votre opinion sur n'importe quel autre commentaire que j'ai passé aujourd'hui. Mais sinon, sachez que ce podcast s'autodétruira dans 2 minutes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I'm infected with Chimera. You know you don't have a choice. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Have you been away so long you've forgotten how good we are? Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Hey, one thing. Rabbit's foot. What is it? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mondays will run out and thousands of innocent people pay the price. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. You never see me very upset. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode. There will always be another lane. There will always be people like us to face him. We've done our part, and we've been cast aside. We can be anyone. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Hasta lasagna, don't get any on you.